Bonsoir, merci à toutes et à tous de participer à cette masterclass organisée par Edifice en partenariat avec l'association e-Enfance pour explorer ensemble les phénomènes de harcèlement et de cyberharcèlement, pour avoir des clés de compréhension de ce qui se joue dans ces situations pour vous qui êtes les adultes en première ligne, et puis aussi pour évoquer les actions les actions et les postures d'ailleurs qui peuvent être mises en place. On est ensemble jusqu'à 18h15. La rencontre va se dérouler en deux parties. Une première partie où notre intervenant va nous partager pendant environ 40 minutes des informations sur toutes ces notions. Et puis, une seconde partie où on enchaînera sur un temps d'échange, où on va vous inviter justement soit à nous écrire vos questions ou vos remarques dans le chat, soit à solliciter la parole, donc en levant la main comme on vient de le montrer dans le tuto. Et je vous inviterai à ouvrir votre micro en vous appelant par le nom que vous avez indiqué sur votre fenêtre Zoom. Pendant toute la première partie, n'hésitez pas toutefois à réagir, à poser des questions dans le chat. Soit si ça engage des questions de compréhension, on les posera tout de suite sur le moment. Soit on les conservera pour la deuxième partie. On tentera de répondre à un maximum de questions. Voilà. Je vous le disais, cette rencontre se fait donc en partenariat avec l'association e-Enfance, qui est représentée ce soir par Samuel Comblé, qui en est le directeur des opérations. Bonsoir Samuel. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On peut peut-être commencer par présenter l'association. Ouais, on y va. Je vais partager aussi mon écran avant de présenter l'association. Est-ce que vous voyez bien? On voit bien. Peut-être que tu peux passer en Ouais, plein écran voilà. et ça s'affiche parfaitement. Bien, merci beaucoup pour cette invitation et pour l'occasion qui m'est donnée de parler de ce sujet important du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors effectivement, quelques mots sur l'association e-Enfance dont je dirige les opérations. e-Enfance est une association de protection d'enfants sur Internet. On existe depuis 18 ans, depuis 2005. On n'est pas la seule association à protéger les mineurs sur Internet. On est certainement une des plus anciennes. Et puis, je dirais, de par son activité, qui a, je dirais, la plus grande ampleur. On est basé à Paris, exclusivement à Paris, et notre mission, elle est simple, c'est prévenir, sensibiliser aux risques liés aux usages d'Internet, à la fois les enfants, les adolescents, les parents et les professionnels. Pour ça, on a deux champs d'action. On réalise des actions de prévention dans les établissements qui font appel à nos services, alors majoritairement des établissements scolaires, mais ça peut être aussi des centres sportifs, des centres de loisirs, des médiathèques, etc. On commence dès le CP à sensibiliser nos publics jusqu'à la terminale. Et comme je disais, on s'adresse aussi aux parents et aux professionnels. On fait le choix de la prévention la plus précoce possible. On considère qu'aujourd'hui, les enfants commencent à utiliser Internet à partir de 5 ans et 10 mois avec leurs parents, et à partir de 6 ans et 10 mois, ils continuent à l'utiliser, mais sans la présence des parents. Et pour nous, il est vraiment essentiel que les enfants puissent être accompagnés dès les premiers moments d'usage, tout comme quand on conduit une voiture, eh bien, on va apprendre à utiliser la voiture dès les premiers moments où on va utiliser le véhicule. Eh bien, pour les outils numériques, ça devrait pouvoir être la même chose. On intervient pendant 1 à 2 heures selon l'âge du public. Et puis on se déplace donc, comme je disais, partout en France, puisqu'on est agréé par le ministère de l'Éducation nationale et on est aussi reconnu d'utilité publique. Ça, c'est le premier domaine d'intervention. Et puis on a un deuxième champ d'action, c'est de gérer le numéro national pour aider les victimes de harcèlement dans le cadre scolaire et de cyberharcèlement. Ce numéro s'appelle le 3018 et je vous en ferai la présentation à la fin de la quarantaine de minutes que j'ai pour pouvoir vous présenter l'ensemble de ces notions. L'association e-Enfance est un partenaire privilégié du ministère de l'Éducation nationale pour lutter contre ces problématiques de harcèlement, et on participe à un certain nombre d'actions avec le ministère pour pouvoir faire en sorte que voilà, le sujet soit de mieux en mieux connu, et puis surtout les actions à mener pour aider les victimes soient aussi le plus connues possible. Alors pour commencer, je vous propose une petite définition pour qu'on puisse savoir de quoi on parle quand on parle de harcèlement, parce que le terme est souvent galvaudé. Aujourd'hui, tout devient harcèlement. Quand on se fait pousser dans le métro, dans le bus, dans la rue par quelqu'un, on entend souvent « mais monsieur, vous me harcelez ». Alors il y a quand même un certain nombre, je dirais, presque de critères pour pouvoir considérer qu'une situation est harcelante. C'est quoi le harcèlement? C'est le fait de soumettre de manière répétée et à long terme une victime à des comportements intentionnellement agressifs visant
à lui porter préjudice, à la blesser, à la mettre en difficulté et établir une relation dominant-dominée de la part d'un ou de plusieurs auteurs. Donc ça, c'est le harcèlement, je dirais, dans le cadre classique, hein, si je peux dire les choses de cette façon-là. On verra tout à l'heure la même définition et puis on insistera sur les choses importantes de cette définition quand on reparlera du cyberharcèlement. Mais en tout cas, retenez qu'il faut vraiment qu'il y ait une notion de répétition pour considérer qu'il y a du harcèlement. Et puis qu'évidemment, l'objectif du harceleur, c'est de porter préjudice à la victime en mettant en place une relation d'emprise, en mettant en place une relation dominant-dominée entre le harceleur et sa victime. Alors, on a tendance, en général, quand on parle de harcèlement, à identifier trois grands groupes d'acteurs, trois acteurs principaux. Le groupe, tout d'abord, celles et ceux qui, avec plus ou moins de passivité ou d'activité, peuvent participer à la situation de harcèlement, et on va en faire un petit peu la description ce soir. Évidemment, le harceleur, qui est à l'origine du problème, et puis bien sûr la victime dont on va parler. Alors, j'ai voulu commencer par parler du groupe parce que, heureusement, le groupe représente le plus grand groupe, hein, les spectateurs, ceux qui participent, encore une fois, avec plus ou moins d'activité, sont les plus nombreux. Et s'il s'agissait de pouvoir agir pour déjà faire en sorte que le harcèlement puisse, je dirais, se réduire le plus possible, eh bien, on pourrait déjà commencer par sensibiliser celles et ceux qui ne sont pas les acteurs principaux de ces situations, parce qu'ils sont les plus nombreux. Alors, quelques mots sur le groupe. D'abord, il faut comprendre que le groupe, dans une situation de harcèlement, il va apporter une forme de solidarité et de protection au harceleur. À partir du moment où on se sent encadré, entouré par plusieurs élèves ou plusieurs internautes, eh bien, on va avoir l'impression d'une espèce de protection et ça va enjoindre le harceleur à poursuivre son action. Le risque quand on fait partie d'un groupe, c'est que parfois on peut aussi faire ce qu'on appelle en psychologie une espèce de délégation de penser à notre place. Je vous donne un exemple. Quand on est dans un stade de sport, peu importe, de football, de rugby, peu importe, on a parfois, vous savez, des situations où on se rend compte que des supporters ont eu des comportements extrêmement violents parce qu'ils étaient en groupe. Et une fois qu'on reprend, je dirais, un à un ces supporters, qu'on apprend à les connaître, eh bien, on se rend compte que ce sont des personnes parfaitement adaptées à la vie sociale, qui ont une vie familiale, une vie professionnelle. Et on est parfois surpris de se rendre compte que voilà, des individus totalement insérés dans la société peuvent avoir, une fois qu'ils sont en groupe, des comportements qui sont complètement inadaptés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soit dans un stade ou que ce soit dans une cour de récréation ou sur un réseau social, eh bien, on va déléguer au groupe la capacité à penser et c'est le groupe qui va penser à notre place. Et ce qui explique parfois des situations aberrantes comme on peut en rencontrer dans les situations de harcèlement. Alors le groupe, il est évidemment nécessaire. Là, je parle du groupe dans sa version peut-être négative, mais rappelons-nous, quand on était adolescent, on a eu besoin de ce groupe parce que le groupe, il nous permet de nous séparer, je dirais, psychiquement de nos parents, de pouvoir s'appuyer sur lui pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir s'autonomiser. Et donc, ce groupe, il est important, et en particulier dans la période de vulnérabilité que peut être l'adolescence, parce que tout simplement, on est dans une période de transformation et on a besoin d'aller vers des personnes qui nous ressemblent. Et c'est là tout je dirais, le tracas de ces situations, c'est que quand on se tourne vers des personnes qui sont censées nous porter, nous aider je dirais, à apprendre qui nous sommes, et bien c'est vrai que ces situations sont compliquées à gérer pour les victimes parce qu'elles se retrouvent en difficulté à cause de justement un groupe qui est censé pouvoir les protéger. Le problème quand on fait partie de ces groupes aussi de spectateurs, de participants plus ou moins actifs, eh bien c'est que on peut être un petit peu contraint, même si au fond de soi-même on sait que la situation n'est pas agréable pour la victime, voire qu'elle peut créer une vraie souffrance, une vraie douleur. Eh bien on peut être, je dirais, réduit au silence parce que le risque
pour un membre du groupe d'être un peu dissident, de pouvoir dire à un moment stop, il faut qu'on arrête parce que notre comportement n'est pas acceptable, parce qu'il porte préjudice à une victime, eh bien le risque, c'est que le groupe se retourne contre nous, qu'il y ait à ce moment-là un changement d'attitude du groupe envers nous et que le fait de se rebeller contre le groupe soit à risque de nous faire transformer nous-mêmes en victimes. Et c'est parfois une des raisons qui explique que certains membres du groupe se soient réduits au silence parce que au moins le groupe apporte aussi pour eux une forme de protection. Alors le groupe, pour continuer sur sa présentation, il a d'autres particularités, notamment le fait que avant d'être victime ou harceleur, ces mêmes victimes et harceleurs faisaient partie d'un groupe, souvent d'un groupe classe, et on est parfois surpris de la proximité que peuvent avoir certains harceleurs avec leurs victimes. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut avoir en tête que les situations de harcèlement sont toujours liées à des problématiques de discrimination, de différence entre le harceleur et sa victime. C'est toujours ça le point de départ. Et il peut arriver que des personnes qui s'entendaient très bien l'une envers l'autre, même des amis très proches, puissent à un moment estimer qu'il y a une différence entre eux. Ça peut être une différence de taille, une différence d'opinion, une différence de choix vestimentaire, peu importe. Et c'est souvent cette différence qui va créer un début de scission et qui peut être à l'origine des situations de harcèlement. Ce que l'on peut voir aussi, et ça va nous permettre d'aller vers les autres acteurs du harcèlement, c'est que la victime, souvent, ne se rend pas compte de l'effet que peut avoir à la fois le groupe et le harceleur. Elle va tenter, en général, la victime, d'être la plus transparente possible. Elle va essayer d'être dans une situation, dans un comportement d'évitement pour faire en sorte, tout simplement, que le harcèlement l'atteigne le moins possible et qu'elle soit le plus épargnée possible. Et cette façon de se comporter cherche aussi à atténuer, autant que faire se peut, cette différence, comme si elle essayait de se fondre dans la masse du groupe, pour pouvoir faire en sorte que le harcèlement l'atteigne le moins possible. Alors bien sûr, on va parler du harceleur avec quelques particularités. On a tendance à considérer que le harceleur est un enfant parfois mal élevé, un enfant qui ne respecte pas le cadre. Alors ça peut être vrai, hein, bien évidemment, mais le harceleur, il faut surtout le considérer comme un jeune en souffrance lui-même, comme un jeune fragilisé par des problématiques internes qu'il n'arrive pas à résoudre autrement que en s'adressant à une victime et en faisant porter d'une certaine manière à la victime son mal-être, avec évidemment l'objectif que cette situation de harcèlement puisse lui permettre d'aller mieux. Souvent, ce que l'on peut repérer, c'est que le harceleur, il a ce qu'on appelle des bases narcissiques assez fragiles. Ce sont des jeunes souvent insécures, des jeunes qui ont du mal dans la relation à l'autre, qui ont une reconnaissance d'eux-mêmes et d'autrui qui peut être fragilisée et qui sont dans une relation sociale, enfin qui établissent des relations sociales avec difficulté. Ça peut être aussi des jeunes qui sont fragilisés temporairement par une situation familiale, par un déménagement mal vécu, par une relation amoureuse qui se serait mal terminée, peu importe. En tout cas, par un moment de vie qui les fragilise et qui va, là aussi, encore une fois, les insécuriser. Et cette insécurité peut prendre la forme d'une situation de harcèlement parce que d'une certaine façon, harceler l'autre, c'est reprendre une forme de pouvoir, reprendre une espèce d'impression de puissance sur l'autre et du coup, une impression de mieux-être. Alors, je dis vraiment impression parce que, évidemment, ça ne fonctionne pas et le harcèlement n'est évidemment pas un médicament pour aller mieux. Ce que l'on peut voir aussi souvent quand on échange avec les harceleurs, c'est qu'ils ont souvent peur, ils ont peur de l'altérité, ils ont peur de la relation, ils ne sont pas forcément à l'aise dans cet exercice. Et du coup, il y a évidemment, alors c'est plus que de la maladresse, hein, évidemment, mais il y a quelque chose comme ça où ils ont du mal à évaluer
par empathie les émotions qu'ils peuvent créer chez l'autre. Et le harceleur, souvent, a conscience qu'il provoque quelque chose chez sa victime, qu'il provoque quelque chose sur le plan émotionnel, mais il n'en fait rien. Il n'analyse pas cette émotion comme étant, je dirais, un guide pour pouvoir se dire à un moment, attention, peut-être que le comportement que j'ai n'est pas adapté, peut-être qu'il faut que je le revoie pour respecter davantage la personne à qui je m'adresse. Donc, vous l'avez compris, un sentiment de vulnérabilité, un sentiment de fragilité et reprendre, je dirais, un peu en main ce sentiment de fragilité va prendre la forme de cette emprise exercée sur l'autre avec, je dirais, l'impression, encore une fois, que cette souffrance exercée sur l'autre donne l'impression que pour le harceleur, cette souffrance en lui va je dirais, se diffuser à l'extérieur de son propre, de sa propre enveloppe, je dirais, de son propre organisme. Et puis une dernière chose sur le harceleur, eh bien, il va s'appuyer évidemment sur les spectateurs pour regonfler son narcissisme, puisque agir seul, c'est déjà une forme de puissance, mais avoir l'impression que on est, je dirais, au centre des préoccupations des autres, que les autres parlent de nous, que on peut parfois être encensé même, ou en tout cas valorisé par notre comportement, eh bien, ça va aussi participer à la revalorisation du narcissisme du harceleur. Et puis, bien sûr, on va parler de la victime avec un sentiment qui émerge très rapidement chez la victime, c'est le sentiment de honte, le sentiment de culpabilité, avec l'idée que ce qui lui arrive, elle en est responsable, cette victime. Un exemple très simple, les victimes qui se font harceler parce qu'elles sont en surpoids. On peut entendre des victimes qui nous disent, c'est vrai que je suis en surpoids, c'est vrai que voilà, j'ai pas la silhouette des autres, et donc peut-être que je mérite ce qui m'arrive parce que les autres me disent que je suis grosse et je mérite qu'on s'adresse à moi de cette manière-là. Évidemment, c'est un préjugé qu'il faut absolument combattre et vraiment expliquer aux victimes bien que rien ne justifie évidemment la souffrance qui leur est infligée. Mais c'est vrai que ce sentiment de honte et de culpabilité, il est vraiment très, très présent. Ce que l'on voit aussi dans les comportements classiques des victimes, c'est une manière de se recroqueviller sur elle-même assez facilement et assez rapidement, avec souvent l'envie en plus de se débrouiller par elle-même, de ne pas aller chercher de l'aide, alors que c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse, d'aller trouver un adulte de confiance, d'aller trouver un élève ambassadeur, par exemple, si l'élève est scolarisé. Souvent, elles ont envie de se débrouiller seules parce qu'elles se sentent déjà en situation de fragilité, parce qu'elles sentent bien que elles sont en situation de victime et elles vont essayer d'arranger la situation par elles-mêmes pour faire en sorte voilà, de retrouver aussi de son point de vue et de sa place à elle en tant que victime une forme de narcissisme restauré. Autre chose aussi qui pousse souvent les victimes à ne pas parler, c'est tout simplement la peur de ne pas être cru par les adultes, souvent les adultes de l'école, soit de ne pas être cru ou alors d'être cru et d'être face à des adultes qui ne sauront pas l'aider. Et on entend beaucoup ça de la part des victimes. Je n'ose pas en parler parce que de toute façon, il n'y a pas de solution parce que les adultes ne m'aideront pas et parce que voilà, il n'y a pas de fin à ces situations de harcèlement. Autre réflexe aussi qu'on entend beaucoup dans la bouche des victimes, c'est je ne veux pas en parler aux adultes parce que j'ai peur de les inquiéter, j'ai peur d'aggraver les problèmes que mes parents ont déjà, et donc je préfère me taire parce que je risque sinon d'aggraver une situation familiale qui est parfois compliquée. Et c'est à nous, justement, adultes, de pouvoir rappeler que c'est la mission des adultes de protéger les enfants, et évidemment, pas l'inverse. Et puis une dernière chose, la victime, parfois, elle peut être en difficulté d'aller chercher de l'aide parce que quand elle se rend compte que certains adultes qui sont parfois au courant de situations de harcèlement et qui n'agissent pas, eh bien d'une certaine manière, ne pas agir, c'est aller conforter le harceleur dans son comportement. C'est lui dire que ce qu'il fait, en fait, n'est pas du tout punissable, n'est pas du tout contestable. Et ça, dans les yeux d'une victime, eh bien, c'est d'une certaine manière valider le comportement du harceleur. Ça va évidemment aussi contribuer à faire en sorte que la victime ne parle pas parce que si c'est un adulte qui prend le parti du harceleur, c'est autant de victimes qui seront en difficulté de parler.
La victime, souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle a du mal, dans les tout premiers moments d'interaction avec le harceleur, à décoder les intentions du harceleur. Elle ne perçoit pas que cette petite moquerie, ce petit geste mal placé, etc., pourrait participer à une situation potentiellement de harcèlement. Et donc, l'idée pour la victime, c'est d'apprendre dès les premiers moments, dès les premiers instants, à dire stop, à dire non, ce que tu me fais, ça n'est pas acceptable, ce ce que tu me fais du mal, ça me dérange et je te demande d'arrêter. En gros, même si évidemment je ne dis pas que la victime est responsable de ce qui lui arrive, hein, c'est pas du tout mon idée, mais la victime ne réagit pas comme il le faudrait aux yeux du harceleur. Le harceleur se dit tiens, cette personne-là, elle n'a pas réagi, elle ne s'est pas opposée à moi, donc potentiellement c'est une personne, c'est un élève avec lequel je pourrais peut-être aller plus loin et peut-être commencer à installer une situation dominant-dominant. Dominant-dominé. Donc la victime, elle ne prend pas la mesure de la gravité des faits qui lui sont infligés. Moi, j'entends beaucoup dire de la part de victimes, mais moi, ce que j'ai vécu, tout le monde le vit, c'est quelque chose de très banal. Ben non, il faut lutter contre cette idée reçue aussi. Le harcèlement, ça n'est pas le lot de tous les élèves. On n'est pas obligé d'en passer par des situations de harcèlement pour grandir, pour se renforcer, pour devenir adulte. Pas du tout. À partir du moment où on ressent une souffrance, eh bien, il faut aller parler de cette souffrance à des adultes qui vont pouvoir nous protéger. Je l'ai dit, hein, je le répète, souvent les victimes veulent s'en sortir seules, chercher des solutions, mais c'est des solutions qui sont souvent inefficaces, tout simplement pas parce que elles ne sont pas à la hauteur de la situation, mais tout simplement parce que le harceleur va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les solutions que pourrait proposer la victime, eh bien ces solutions, elles soient inefficaces et il va, je dirais, amoindrir la capacité d'action de la victime pour faire en sorte que le harcèlement puisse continuer le plus longtemps possible. Donc cette mauvaise réaction, elle va valider d'une certaine manière le choix du harceleur. La victime, elle se retrouve sans aide encore une fois parce que il n'y a pas de réaction autour d'elle, ni de réaction des spectateurs, ni de réaction des adultes, et du coup ça va contribuer à l'enfermement entre le harceleur et la victime. Et puis dans les cas les plus graves, la victime, elle va considérer que ce qui lui arrive, encore une fois, c'est normal, que c'est justifié. Et dans les cas encore plus graves, eh bien, il va y avoir une forme de désespérance, un sentiment qu'il n'y a pas de solution avec des situations catastrophiques, évidemment, dramatiques, de jeunes qui peuvent parfois mettre fin à leur vie ou sans aller jusque-là, peuvent se scarifier. On voit une augmentation des situations de scarification et des situations de mise en danger de soi, en particulier chez les filles, où on a une augmentation du taux de suicide, en particulier chez les adolescentes. Pas toujours, évidemment, à cause du harcèlement, mais ça peut contribuer, évidemment, à augmenter le mal-être des jeunes. Donc là, j'ai dressé, je dirais, un profil, alors un peu rapide, hein, j'espère que vous aurez des questions pour me permettre peut-être d'approfondir tous ces différents sujets, mais j'ai dressé un profil un peu type de ces différents acteurs. Je vous propose aussi maintenant de faire une petite parenthèse et un petit focus sur le harcèlement vécu dans la sphère numérique et de revenir sur la définition que j'ai citée tout à l'heure, hein, et pour pouvoir peut-être aussi apporter quelques particularités du harcèlement vécu dans la sphère numérique. D'abord, de dire que souvent, le harcèlement, quel qu'il soit, et en particulier dans la sphère numérique, ce sont souvent des micro-violences, des petites choses. C'est pas forcément une situation extrêmement dramatique quand on la regarde comme ça spontanément. C'est souvent des petits mots. Tu sers à rien, t'es grosse, suicide-toi, pourquoi t'es encore là, etc., etc. Donc des choses qui peuvent paraître prises isolément. Bon, voilà, on peut se dire ça n'a jamais tué personne, mais quand on imagine la masse avec laquelle la victime peut recevoir ces mots parce que voilà, les réseaux sociaux peuvent permettre de démultiplier ces messages, et bien c'est cette démultiplication qui va, je dirais, représenter la violence et la souffrance de ces situations. La répétition, elle est extrêmement importante. Je l'ai dit tout à l'heure dans le harcèlement, dans le cadre scolaire, elle est évidemment très présente aussi dans la sphère numérique. Et la répétition, ça peut être l'envoi d'un même message, d'une photo ou d'une vidéo dans laquelle on va se moquer d'un élève. Ça peut être aussi le fait qu'un seul élève envoie le même message à la victime, mais si chacun des élèves de la classe ou du collège ou du lycée envoie le même message, eh bien, pour la victime, ça représente X
dizaines, centaines, milliers de messages reçus et qui lui portent évidemment préjudice. Évidemment, il y a une intention de nuire, une dégradation des conditions de vie. Et puis une particularité sur laquelle je n'ai pas insisté tout à l'heure, c'est que dans les situations de harcèlement, il y a toujours un isolement de la victime. En général, on ne harcèle pas au milieu de la classe ou de la cour de récréation. On va mettre la victime dans un coin de l'établissement scolaire pour tout simplement exercer sur elle une forme de pouvoir. Et bien dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose sur les jeux vidéo qui peuvent être aussi des lieux de harcèlement. C'est aussi le cas. On a souvent un isolement de la victime tout simplement parce que les parents ne sont pas toujours présents dans les usages numériques des jeunes et ça peut être, encore une fois, très facile de les isoler. Quelques chiffres pour aussi illustrer mon propos. Un adolescent sur 10 déclare avoir été victime de cyberharcèlement pour des raisons, comme vous le voyez sur l'infographie, extrêmement banales, extrêmement comment je dirais, sans aucune consistance. 39% des jeunes sont harcelés pour des situations de jalousie, d'envie. Pour 33% d'entre eux, en raison de leur physique. Et pour 22% d'entre eux, c'est pour tout simplement se venger. On voit qu'il y a quelque chose de dérisoire dans les raisons de ce harcèlement. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a pas un profil type, il n'y a pas de harceleur type, il n'y a pas de victime type. Tout le monde peut être harcelé, malheureusement. Alors, il faut reconnaître que statistiquement, les filles sont plus harcelées que les garçons, tout simplement parce qu'elles s'exposent plus sur les réseaux sociaux, elles sont plus utilisateurs des réseaux sociaux et donc forcément, bien mathématiquement, si on est plus exposé, on est aussi plus à risque d'être victime. Si un jour vous avez besoin de réfléchir sur une situation de harcèlement, ne demandez pas au harceleur pourquoi tu as harcelé. D'abord, ça apporte une réponse assez stérile. Les jeunes ne sont pas toujours capables de dire pourquoi ils ont harcelé. Proposez plutôt de poser la question d'une autre manière qui est beaucoup plus intéressante en termes de réponse. Demandez aux jeunes de quoi tu aurais eu besoin pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se passe pas. Et d'ailleurs, de manière assez générale, ne posez pas les questions pourquoi aux mineurs. Ça donne, on n'est pas toujours nous-mêmes adultes capables d'expliquer pourquoi on fait les choses. Par contre, de dire de quoi tu aurais eu besoin pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place pour que cette situation n'arrive pas, eh bien, même si ça peut vous paraître assez proche comme façon de formuler la question, je peux vous dire que c'est souvent très différent et on a des réponses beaucoup plus riches quand on pose la question de quoi tu aurais eu besoin pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, sans être non plus, encore une fois, dans une catégorisation, il faut reconnaître que souvent, les situations de harcèlement pour les garçons vont mettre en avant leur virilité, leur orientation sexuelle, leur homosexualité, supposée ou avérée. C'est souvent les raisons des situations de harcèlement pour les garçons. Et pour les filles, ce qui est souvent mis en avant, c'est le corps, le profil, le poids, les goûts vestimentaires, qui sont souvent donc voilà, des raisons de harcèlement. Alors, les conséquences, évidemment, elles sont dramatiques pour les victimes. Je vais passer rapidement ce slide parce qu'en fait, il n'y a pas de conséquences spécifiques du harcèlement, pathognomoniques, comme on dit, du harcèlement, parce que le harcèlement, il va provoquer une forme de mal-être et ce mal-être, il peut se manifester de plein de façons différentes chez un jeune. Mais retenons quand même que la baisse des résultats scolaires, l'absentéisme, les troubles de l'attention pendant les cours, le refus ou l'évitement de l'école, tout simplement parce que souvent c'est l'endroit où se trouvent les harceleurs, ce sont des signes de harcèlement. Ça peut être en tout cas des signes d'alerte pour nous. La tristesse, la dépression, le stress, l'isolement, l'agressivité, la violence, la phobie, une forme de paranoïa aussi qui se développe chez un jeune peuvent être des signaux d'alerte. Les idées suicidaires, bien sûr, une perte de l'estime de soi, une perte de l'appétit, des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir, des comportements à risque et bien sûr des tentatives de suicide peuvent être également des signaux d'alerte. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc il n'y a pas de signes caractéristiques et le jeune va manifester son mal-être, je dirais, à sa manière. Ce qui peut-être doit rentrer dans nos habitudes d'adultes, à la fois en tant que parents ou professionnels, c'est de
de considérer que quand un jeune change de comportement, un jeune qui dormait bien et qui tout d'un coup a des troubles du sommeil, un jeune qui mangeait bien et qui tout d'un coup a un petit appétit, un jeune qui avait plaisir à aller à l'école et qui n'y va plus avec le même plaisir, eh bien, ces changements de comportement doivent nous alerter sur une potentielle situation de harcèlement. Et pour le savoir, bah, il faut un peu mettre les pieds dans le plat, si je puis dire. Il faut poser la question. Est-ce que le harcèlement, c'est un sujet pour toi? Alors, ça peut être un sujet en tant que spectateur, ça peut être aussi en tant que victime. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Est-ce que c'est un sujet qui t'inquiète? Et alors, si c'est pas le cas, eh bien voilà, le jeune dira non, c'est pas un sujet qui me concerne. Mais si c'est le cas, le fait que vous ayez posé la question va beaucoup plus l'enjoindre à pouvoir vous en parler. Alors, quand on prend en charge des situations de harcèlement, bah, il faut aussi se rappeler que le harcèlement, c'est un délit. Ça peut être important de le rappeler à la fois à la victime, bah, pour remettre les choses à leur bonne place. Tu n'es pas coupable de ce qui s'est passé. Le coupable, c'est le harceleur et c'est lui qui peut être convoqué par la justice. Ça peut être aussi, bien évidemment, important de le rappeler pour le harceleur, pour lui rappeler, le rappeler tout simplement, je dirais, à l'ordre, et pour les spectateurs aussi, de le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que tenir des propos ou avoir des comportements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de vie, eh bien, c'est passible de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Si cette action, si ce comportement a lieu sur un mineur, ça peut être passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et si cela se déroule sur un mineur via les nouvelles technologies de communication, donc sur les réseaux sociaux notamment, ou les jeux vidéo, eh bien, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. En gros, le législateur a considéré que plus on, on harcèle de manière, pardon de le dire comme ça, facile, parce que c'est beaucoup plus facile de harceler au travers d'un écran que d'aller voir en face à face sa victime, eh bien, dans ce cas-là, le fait d'utiliser les moyens de communication modernes font que la peine est beaucoup plus forte. Alors, comment se positionner quand on a ces situations à vivre? Ben, avec l'auteur, l'idée, ça va être de lui faire prendre conscience de son comportement, qu'il a créé de la souffrance chez sa victime, de pouvoir évoquer ses propres difficultés, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir en tête un harceleur est toujours un jeune qui ne va pas bien. Et bien sûr qu'il va falloir apporter assistance à la victime, mais je pense que si on veut considérer que le harceleur, c'est aussi un mineur en développement qui a besoin à un moment de réfléchir à son comportement pour éviter la récidive et faire en sorte qu'il devienne un adulte de confiance sur lequel on va pouvoir compter et qu'il soit peut-être un jour lui-même prescripteur des bonnes consignes auprès de ses enfants ou des jeunes qu'il encadrera, eh bien, il faut pouvoir l'aider à évoquer ses propres difficultés et à les résoudre autrement que en infligeant de la souffrance à sa victime. L'idée, c'est évidemment de le faire évoluer tout simplement et de lui faire prendre conscience que eh bien, ce qu'il a commis est inadmissible. Avec la victime, l'idée, ça va être de lui faire parler de son ressenti, de sa souffrance, avec l'idée que elle a été souvent isolée, donc elle n'a pas pu parler à la fois de la situation et surtout des émotions qui sont liées à ce qu'elle a pu rencontrer comme difficulté, et de prendre le temps de le laisser se déverser, de pouvoir accueillir cette souffrance, même sans que vous ayez besoin de lui apporter quelques conseils que ce soit. Le fait d'être une oreille attentive, c'est déjà, de ce point de vue-là, thérapeutique, et ça va lui apporter déjà un sentiment de mieux-être. Donc, se sentir entendu, retrouver une estime de soi, ça peut passer évidemment par votre écoute, ça peut passer par un entretien avec un psychologue, un spécialiste ou un professionnel de santé. Ça peut passer aussi par une autre manière de retrouver de la confiance en le groupe. Ça peut être de faire du sport, de s'inscrire dans une chorale, de faire du théâtre, une activité culturelle. On n'est pas obligé d'en passer systématiquement par un professionnel de santé, parce que l'idée, c'est de retrouver de la confiance en soi et de retrouver de la confiance en le groupe. Et heureusement, il y a plein de manières de retrouver ce plaisir à être avec d'autres, et notamment encore une fois, par plein d'activités. Et il y a plein de jeunes qui arrivent à se reconstruire après une situation de harcèlement au travers de situations, d'activités sportives et autres. Voilà, et puis pour terminer, donc pour la victime, trouver un lieu d'écoute, de soutien, et avec les spectateurs, un peu sur le même modèle que pour l'auteur,
leur permettre de prendre conscience de leur comportement, faire émerger la parole de chacun, confronter les avis, les positionnements, leur permettre de prendre du recul, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu sera important, et puis aussi réfléchir à une nouvelle façon de vivre et d'interagir ensemble. Quelques réflexes à avoir. On ne répond jamais aux moqueries. L'idée, c'est de montrer au harceleur que ce qu'il fait ne nous atteint pas. En parler à des adultes de confiance et puis bien sûr le signaler les situations de harcèlement et de cyberharcèlement aux plateformes concernées. Alors, Samuel, je te coupe juste un instant. Déjà, merci pour cette première partie. J'espère que c'était éclairant pour toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Pour moi, ça l'était. J'ai appris plein de trucs. Je te remercie. Euh, Avant de passer à la deuxième partie, parce que je vois qu'il est déjà bientôt 17h40, est-ce que sur cette première partie, tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des partages à nous faire? Ou bien des notions sur lesquelles vous voulez que Samuel revienne sur les choses qu'on a vues depuis le début, s'il n'y a pas de message, on continue. Bon, je crois qu'il n'y a pas de message. Si jamais ça vous... Ah oui, que faire si l'enfant harcelé ne veut pas l'admettre? Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, évidemment, c'est toujours difficile quand on est un enfant de reconnaître des bêtises, hein. Je pense qu'on a tous vécu ça et ça fait partie aussi, je dirais, de l'apprentissage, de l'éducation, de reconnaître ses fautes. Je pense que l'idée, c'est peut-être d'indiquer en tant qu'adulte à ce harceleur que vous avez compris, j'espère en tout cas au travers de mon propos, qu'il est en situation de détresse lui-même. Et Samuel, pardon, c'est un enfant harcelé, pas harceleur. Un enfant pardon. harcelé ne veut pas l'admettre. Ah, d'accord. Votre question est bonne aussi, hein, mais du coup, Ouais, si tu peux exactement. répondre aux deux, je suis preneuse. Eh bien, très bien. Je vais répondre sur les deux. Donc, d'abord, j'ai pas entendu bien, effectivement. Donc, si le harceleur ne reconnaît pas ce qu'il a fait, je pense que de lui dire que il a été qu'il a été identifié comme étant en difficulté pour lui-même et qu'on va l'aider et que avant la sanction, on va d'abord lui apporter un soutien parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas évidentes pour lui dans sa vie, etc. Déjà, je pense que ça permettra de faciliter sa parole et la reconnaissance de ses agissements parce que il va entendre que votre objectif, c'est avant tout de lui tendre une main plutôt que de lui frapper sur cette même main parce qu'il aura mal agi. Donc ça, c'est première réponse. Sur le harcelé, alors oui, c'est assez fréquent d'avoir ce genre de comportement, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de banalisation de la part de la victime de ce qui lui arrive. Je vous invite pour ça à télécharger une application, l'application du 3018, justement du service que je vais vous présenter là tout de suite. Et sur cette application, il y a un quiz qui s'appelle, vous le voyez ici, Suis-je harcelé? Et je vous invite dans ce cas-là, à faire le quiz avec le jeune, parce que le quiz, c'est un certain nombre de petites questions. D'ailleurs, c'est le quiz qui a servi d'inspiration, je vous le dis, au ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est le ministère qui a repris ce quiz qui est sur notre application. Alors, Olivier, il faut que tu quittes le partage d'écran si tu montes ton téléphone parce que si l'audience est en plein écran, il ne te voit pas en fait. Ah oui, autant pour moi. Merci pour ce. Alors, je vais faire ça. Hop. Tac. Donc, je vais vous montrer voilà, le quiz. Et donc, c'est un certain nombre de petites questions auxquelles il faut répondre, tout simplement, des situations du quotidien pour les jeunes. Et à la fin, on a une auto-évaluation de la situation que vit le jeune et on a aussi des propositions, des préconisations d'action. Alors, l'avantage, c'est que il faut présenter ce quiz comme étant une échelle d'auto-évaluation pour permettre justement de comprendre quelle est la situation que vit le jeune et ça permet du coup voilà, de prendre un petit peu de recul. Ensuite, une autre partie de ma réponse, ça pourrait être de dire aux jeunes, mais est-ce que ce que tu vis tous les jours ça t'apporte quelque chose, ça te fait du bien. Est-ce que de temps en temps, tu ressens une forme, alors il faut le dire en fonction de l'âge de l'enfant avec les mots appropriés évidemment, mais est-ce que tu ressens parfois une gêne, une douleur, une inquiétude? Est-ce que ça te met en difficulté? Et si on sent que effectivement il y a quelque chose
voilà, qui ressort de la parole de l'enfant, qui montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, eh bien, c'est là-dessus qu'il va falloir insister pour lui dire, bah, il y a pas de raison, tu es dans une école et les écoles, elles sont faites pour tous vivre notre scolarité de manière calme, paisible, agréable. Et ce que tu vis là, d'abord, c'est pas vécu par tout le monde, donc ne crois pas que ce que tu vis, c'est le lot de tous les élèves. Et puis surtout, tu as le droit de vivre une scolarité la plus épanouie, la plus paisible, la plus agréable possible. Voilà, On donc nous, oui. on nous demande aussi si un élève pénible, se fait harceler du fait de son comportement, que faire? Si, j'ai pas entendu. S'il fait quoi? Si un Si, élève pénible, enfin très oui. pénible, se fait harceler du fait de son comportement, que faire? Ah, alors, bah, d'abord, première chose peut-être, puisque c'est la raison du harcèlement, de comprendre pourquoi il est pénible. Donc, j'imagine avec les autres élèves. Donc, être pénible pour moi, c'est une forme de harcèlement, hein. Un enfant qui empêche les autres de parler, qui se comporte d'une mauvaise manière. Je pense il y a aussi une forme de mal-être à y voir et peut-être qu'on peut l'interroger là-dessus. De peut-être aussi bah, prévenir tout l'ensemble des autres élèves que le harcèlement, quelle que soit la raison, bah, il n'est pas justifié et que bien évidemment l'enfant mis en cause, il n'a pas à être pénible, mais que la responsabilité des adultes justement, c'est de pouvoir faire en sorte que ce côté pénible soit rapidement pris en charge pour faire en sorte que bah, cet enfant pénible ne devienne pas une victime. Mais de rappeler que le vivre ensemble, c'est ne pas être pénible, mais c'est aussi ne pas harceler quelqu'un qui pourrait l'être, parce que bah, voilà, on a besoin d'avoir des relations sociales dans un groupe qui soient respectueuses, équilibrées, etc., etc. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, on les voit, on va les poser, mais je sais déjà qu'il y en a une partie qui vont être répondues par la suite de la présentation. Du coup, Samuel, je te redonne la parole pour la suite, Parfait. sachant qu'il est à peu près, il est 6 heures moins le quart. Donc, voilà, je te donne une petite info timer. Merci. Alors justement, je voudrais bah, évoquer avec vous la possibilité peut-être de poser des questions, même quand on se sera quitté, parce qu'on a très peu de temps. Et je voudrais vous présenter le 3018, qui est un numéro que vous pouvez utiliser en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que victime également, et que les enfants ou les adolescents peuvent appeler. Alors, le 3018, c'est quoi? C'est un numéro court national d'assistance pour les jeunes victimes de harcèlement, quel que soit le lieu de harcèlement, dans le sport, à l'école, même dans les structures du ministère de l'Agriculture, puisque le ministère de l'Agriculture a des lieux de formation. Eh bien, on peut tout à fait aider aussi ces jeunes qui seraient victimes. Donc, on aide les victimes de harcèlement classique et également de harcèlement dans le cadre numérique. Ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être aussi toute violence numérique, les escroqueries, les piratages, les usurpations d'identité, etc. On est capable de pouvoir prendre en charge. Depuis quelques semaines maintenant, la Première ministre a annoncé le regroupement de deux lignes, le 3020, qui était traditionnellement le numéro du ministère de l'Éducation nationale en charge de prendre en charge justement les victimes de harcèlement à l'école, et donc le rapprochement 3020 et 3018. Donc le 3020 existe toujours, vous pouvez parfaitement continuer à appeler le 3020 et qui a toujours des écoutants bien évidemment. Je ne peux pas vous dire quand le 30-20 va s'arrêter parce que je ne connais pas moi-même la date, mais en tout cas, à terme, le 30-18 sera le seul et unique lieu pour pouvoir appeler quand on est victime de harcèlement à l'école et de cyberviolence. Mais en tout cas, encore une fois, pour le moment, les deux numéros cohabitent et fonctionnent en parallèle. C'est une ligne qui est gratuite, confidentielle, anonyme, accessible de 9 h à 23 h tous les jours de l'année, 7 jours sur 7. Il n'y a jamais de jour de fermeture au 30-18, tout simplement parce qu'on travaille avec Internet et qu'on considère que les victimes, bah, elles sont victimes 24-24, 7 jours sur 7. Et donc, on est aussi, alors pas accessible 24-24, mais en tout cas le plus largement possible, de 9 h à 23 h. Vous pouvez nous appeler tous les jours de l'année, même les jours fériés, les dimanches, les week-ends, etc. On est accessible par le 3018. Le 3018, c'est un numéro de téléphone. On est accessible par l'application a2p.3018.fr et par Internet en passant par notre site Internet www.e-enfance.org. Le 3018, c'est une application. Je l'en ai fait une rapide présentation tout à l'heure. Donc, il y a un quiz que vous pouvez
remplir avec les enfants et les ados. L'application, elle permet quoi? Elle permet d'appeler le 3018, que ce soit par téléphone et par chat, puisqu'on est accessible aussi à l'écrit. Et puis surtout, l'application, elle va permettre d'accéder à un coffre-fort numérique et sécurisé. Quel est le principe? Quand vous êtes victime de harcèlement, souvent, le harceleur va se servir de photos, de textes, de vidéos qu'il aura évidemment un peu trafiquées quand il s'agit de photos ou de vidéos, ou ça peut être des textes extrêmement agressifs. Ce que l'on va vous demander, ce sont des éléments de preuve pour pouvoir vous aider en tant que victime. Comment on va vous aider au 3018? Eh bien, tout simplement en signalant la situation de harcèlement là où a lieu le préjudice. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un site de jeux vidéo éventuellement, ça peut être sur un site pornographique, parce que les sites de pornographiques peuvent être malheureusement aussi des lieux de harcèlement. Et donc, comme nous sommes signaleurs de confiance, le 3018 travaille tous les jours avec ses différents partenaires. Eh bien, le fait que le 3018 envoie à son nom le signalement, eh bien, le réseau social, le site internet, le jeu vidéo, va prendre en charge beaucoup plus rapidement la situation que si vous l'aviez contacté, cette plateforme ou ce site internet par vous-même. Parce que si le réseau social sait que nous avons fait tout un travail avec la victime, on a vérifié les éléments de preuve, on aura vérifié que le code pénal, effectivement, est concerné par la situation mise en avant, etc. Donc, tout ce travail que nous effectuons et qui fait gagner du temps au réseau social, eh bien, le réseau social, il va le mettre à contribution de la victime en supprimant extrêmement rapidement, en général en quelques minutes ou en quelques heures, on a la suppression des contenus, on a la suppression des vidéos, des photos ou des textes, parce que pour nous, toute situation de cyberharcèlement, c'est une situation d'urgence. À partir du moment où vous avez une photo, parfois à caractère sexuel, dénudée, qui se diffuse sur Internet, bah évidemment, plus on va attendre, plus la photo va se diffuser. Donc pour nous, il faut vraiment agir vite. Et donc en quelques minutes, en quelques heures, on a la suppression des contenus. Et dans 95% des cas, quand j'envoie un signalement grâce au 3018, eh bien, la réponse du réseau social est une réponse qui va dans le sens de ce que j'attends. Donc suppression des contenus et parfois dans les cas les plus graves, suppression des comptes des harceleurs quand il y a vraiment un préjudice important. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire en sorte qu'un maximum d'enfants et d'adolescents puissent télécharger l'application. Donc, vous avez le QR code sur l'écran. Je vous invite à aller sur votre téléphone et à la télécharger. Ça prend vraiment 5 secondes. Il n'y a même pas d'email ou de mot de passe à mettre. Et vraiment inviter vos enfants, inviter les jeunes dont vous vous occupez si vous êtes des professionnels à la télécharger, même quand il n'y a pas de problème. Parce que au moins, le jour où il y aura quelque chose, le jour où il y aura du harcèlement, bah, ils n'auront pas besoin de perdre du temps à trouver où se trouve l'aide possible. Ils auront dans la poche le compagnon idéal pour pouvoir les accompagner. Alors Samuel, il y a plusieurs questions. Une qui est justement, je pense, liée à la notion d'urgence. Si jamais on appelle en dehors des horaires d'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être orienté vers la gendarmerie nationale, qui est un de nos partenaires également, et notamment vers le service numérique qui s'appelle la brigade numérique de la gendarmerie nationale, et vous aurez 24 heures sur 24 la possibilité d'échanger avec un gendarme, un vrai gendarme, hein, c'est pas un robot, qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, donc on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de disques qui vous disent qu'il n'y a pas de solution. 24 heures sur 24, que ce soit grâce au 3018 ou grâce à la gendarmerie nationale, vous aurez un interlocuteur. Super. Il y a une autre question. Qu'est-ce que tu entends par la vérification des éléments de preuve? Alors, merci, c'est un peu mon jargon, donc merci de me rappeler à l'ordre et de me dire que c'est pas le jargon de tout le monde. Alors, pour pouvoir faire supprimer un contenu, photo, texte, vidéo, le réseau social, il va me demander de lui expliquer en gros la situation et de pouvoir lui prouver que ce que j'explique, bah, ce soit vrai. Pour pouvoir prouver cela, eh bien, il faut faire des captures d'écran de son écran de téléphone, de tablette, d'ordinateur, pour pouvoir montrer la photo, pour pouvoir montrer le texte qui porte préjudice, pour que je puisse, moi, une fois que je l'ai reçu, eh bien, l'envoyer au réseau social et lui dire, voilà, c'est cette photo qu'il faut retirer pour pouvoir on va faire en sorte que la situation de harcèlement s'arrête le plus tôt possible. Ce qui est important aussi, c'est de m'envoyer
ces éléments de preuve parce que pour pouvoir supprimer les contenus, il faut que je puisse qualifier la situation vis-à-vis du droit français. En gros, j'ai des juristes, je ne l'ai pas encore dit, mais donc on a des juristes, des psychologues sur le service qui vont tous les jours regarder les éléments de preuve qui sont envoyés, donc les justificatifs des situations, et en fonction de ça, ils vont dire au réseau social, voilà, ça, cette situation en France, vis-à-vis du droit français, eh bien, c'est illégal. C'est de l'usurpation d'identité, c'est de l'appel au suicide, c'est du harcèlement. Et il faut supprimer ce contenu parce que la loi française l'interdit. Et donc, on va remonter la justification de la situation, donc l'élément de preuve, avec un commentaire de nos juristes pour pouvoir faire en sorte que le réseau social comprenne bien la situation dans laquelle se trouve la victime. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oh, oui, alors on nous demande aussi, l'une de mes élèves reconnaît la situation de harcèlement mais refuse que j'intervienne. Comment faire? D'ailleurs, alors, et ça croise avec une autre question, je pense que la réponse va croiser. En tant qu'adulte membre de l'équipe phare, est-ce qu'on peut appeler le 3018 pour obtenir un conseil sur une situation complexe? Donc ça, c'est relié à la première question, parce que quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, absolument. Alors, le 3018, il est ouvert aux professionnels de l'éducation nationale et tous les professionnels. Si vous êtes même, je sais pas, coach sportif, vous pouvez nous appeler sur ces situations et on réfléchira avec vous sans aucun problème et avec beaucoup de plaisir parce que on a aussi cette mission-là de vous aider à réfléchir. Alors, je pense que pour la première question, je peux faire l'hypothèse que la jeune fille a peur des représailles. Ça, c'est très souvent des situations qu'on rencontre, c'est je veux pas en parler parce que ça va faire empirer la situation et le harceleur, il va encore plus venir me porter préjudice parce que il va savoir que j'ai parlé et je vais passer pour une balance, hein. C'est un terme qu'on entend très souvent. Donc, je pense que la meilleure manière d'obtenir, je dirais, un témoignage de la victime, c'est de la rassurer sur ce qui va se passer ensuite. Et ça, je dirais que dans tous les cas, c'est toujours important quand on recueille la parole d'une victime, d'un mineur en particulier, c'est de toujours expliquer quelles sont les actions que nous allons mener ensuite et quelles sont les conséquences de ces actions. Parce que ce dont souvent le jeune a peur, c'est que les choses lui échappent et qu'il ne sache pas comment la situation va évoluer. Donc, si on est capable de lui dire, voilà, on va appeler par exemple le 3018 ou on va faire un signalement directement auprès du réseau social et puis il va se passer telle chose, le 3018 va envoyer un signalement, il y aura parce qu'a priori, c'est comme ça que ça va se passer, une suppression des contenus. Le 3018 ne va pas prévenir tes harceleurs. Personne ne sera au courant de ce qui se sera passé. Et puis, on va aussi peut-être regarder comment sont paramétrés tes comptes, par exemple. Est-ce que ton compte est en privé? Est-ce que ton compte est en public? Tout ça, c'est des choses qu'on pourra vous expliquer quand vous appellerez le 3018 et d'avoir la garantie pour la victime que sa parole, encore une fois, ne va pas faire empirer la situation. Parce que vraiment, souvent, c'est un, comment je dirais, un poids très fort qui les empêche de parler. Alors, en fait, on insiste en disant j'ai rassuré, expliqué, mais sans succès, est-ce que j'interviens quand même, hein. J'ai peur de briser le lien de confiance avec elle. Alors, il y a peut-être aussi tout simplement une question à lui poser, c'est de quoi tu as peur? Parce que moi, je peux imaginer qu'il y a beaucoup de peur derrière cette incapacité à parler. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la personne qui nous pose la question est au courant que quelque chose ne se passe pas bien. Donc, il y a quand même une petite porte d'ouverture. J'imagine qu'il y a quand même eu un début de quelque chose, de dévoilement de la situation. Peut-être aussi euh, de rappeler que quand on est un adulte, on a une obligation de protection de par notre profession ou de par le fait que on est des adultes tout simplement et que en tant que citoyen, on a cette obligation de rapporter des situations vécues par les jeunes. On peut comprendre que ce soit inquiétant pour un mineur de se dévoiler parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais en tout cas, pas d'obliger parce qu'évidemment, ça risque d'être bloquant pour la victime, mais en tout cas de montrer que notre travail, c'est de pouvoir la protéger et que justement, comme c'est notre travail, on va savoir bien le faire, qu'on va le faire avec prudence, qu'on va agir à bon escient et que les représailles dont elle peut avoir peur, elles sont pas, elles sont, a priori,
elles n'ont pas lieu d'être parce que, encore une fois, les professionnels, ils agissent avec précaution. Il y a autre chose aussi que vous pourriez faire, je le propose à la personne qui nous pose la question, c'est d'appeler le 3018 avec la victime et de pouvoir entendre aussi les professionnels de notre service qui ont l'habitude de recevoir des situations comme ça et de faire en sorte que le 3018 il soit un peu l'intermédiaire entre la victime et vous. De pouvoir trouver peut-être des arguments, de réfléchir à trois, et puis peut-être que le 3018, il va donner les mêmes arguments que vous, mais bah, ça permettra de donner de la puissance aussi à votre parole, parce que si vous le dites toute seule, bah, c'est une chose. Si maintenant enfin, les écoutants du 3018 disent la même chose que vous, c'est peut-être beaucoup plus convaincant pour la victime. Alors, il y a pas mal de questions autour de situations très, très spécifiques que je vais garder pour la fin s'il reste du temps parce que, en effet, vous pouvez vous-même du coup appeler le 3018 pour avoir des réponses assez détaillées et professionnelles et quali en fait, à ce que vous rencontrez comme situation. On va continuer parce qu'il y a encore quelques éléments techniques à vous donner et du coup, c'est vraiment le propos de cette rencontre. Mais voilà, on garde vos questions et si on a du temps à la fin, on les abordera. Sinon, du coup, n'hésitez pas à appeler le 3018 pour les poser, pour voir comment vous pouvez réagir. On nous pose en revanche une question justement assez précise sur les questions de signalement. Est-ce que l'établissement est prévenu, les services d'aide du département? Donc, est-ce qu'on peut aller sur les remontées, la remontée des signalements et peut-être revenir après sur l'équipe, Samuel, s'il te plaît? Ouais. Alors, on y va sur les remontées de signalement. Effectivement, voilà d'abord les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, vous reconnaissez évidemment les principaux logos. Et puis, au-delà de ces réseaux sociaux, sites pornographiques, etc., on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on a la possibilité de faire des remontées comme le fait le 3020 jusqu'à présent. Et donc, de pouvoir signaler des situations soit de harcèlement vécu dans les murs de l'école, soit de cyberharcèlement vécu par des élèves d'un même établissement. On transmet aussi des signalements auprès du ministère des Sports, auprès de Pharos, donc du ministère de l'Intérieur. On travaille avec le 119, le SNATED, en cas de maltraitance. Et puis, on fait des remontées auprès des cellules de remontée d'informations préoccupantes des départements, donc de l'aide sociale à l'enfance. On travaille beaucoup avec les maisons des adolescents aussi quand il s'agit de prendre en charge les jeunes d'un point de vue psychique. Et puis, on travaille avec police, gendarmerie, procureur de la République. Alors, est-ce que les établissements sont au courant de nos signalements? Si c'est la victime qui nous appelle directement, non, on ne transmet pas une situation de cyberharcèlement parce que il y a pas forcément nécessité. Nous, notre travail, c'est surtout de faire supprimer les contenus, de faire en sorte que la situation s'arrange. Si c'est une situation de harcèlement vécue dans le cadre scolaire, alors oui, par contre, là, l'établissement sera au courant parce que nous allons faire une remontée auprès des référents harcèlement du ministère. Le principe, le protocole, c'est que le référent va prendre contact avec la famille et le référent va aussi prendre contact, prendre attache avec l'établissement scolaire pour voilà, faire un état des lieux de la situation et puis l'améliorer. Et donc là, à ce moment-là, vous serez au courant. Et puis, dans des cas très spécifiques, toujours dans l'intérêt supérieur de la victime, on peut être amené à prendre contact avec l'établissement, mais c'est relativement rare. Et si on ne le fait pas, c'est pas parce on veut cacher les situations, mais c'est parce que souvent, les situations que nous avons à gérer ne justifient pas qu'on ait besoin de prendre ce contact avec l'établissement et souvent les situations se résolvent sans besoin, encore une fois, d'interaction. Voilà, je vais remonter sur l'équipe. L'équipe qui prend en charge vos signalements, qui prend en charge les appels, eh bien, ce sont des écoutants qui sont tous des salariés de l'association, qui sont tous salariés, qui sont tous juristes ou psychologues. On peut avoir des animateurs multimédia aussi qui interviennent. On a parfois des travailleurs sociaux aussi qui interviennent. Ils sont coordonnés par un ancien animateur multimédia de la Ligue de l'enseignement qui a aussi été promeneur du net donc c'est un programme de la Caisse d'allocation familiale. Et puis j'en assure la direction avec une expérience d'une douzaine d'années déjà sur des lignes équivalentes, notamment le 30-20 et j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années sur Fil Santé Jeune. Voilà, et puis une dernière slide, et puis comme ça on pourra passer aux questions. En 2023, alors l'année 2023 n'est pas terminée, mais on peut déjà faire une bonne projection d'environ 40 000 sollicitations que nous aurons reçues sur l'ensemble de l'année civile, avec un contact environ toutes les 8 minutes, une durée moyenne de prise en charge d'environ 30 minutes, et on reçoit entre 200 et 250, voire 300 appels par jour, avec une durée de traitement
voilà, assez efficace, hein. 30 minutes, c'est assez court pour faire l'état des lieux de la situation. Et je tiens à dire aussi que quand vous nous contactez, le signalement, il part au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le lendemain ou le surlendemain pour envoyer le signalement. Il se fait vraiment dès qu'on a compris l'urgence d'une situation. On peut être amené à envoyer le signalement directement pour faire en sorte, encore une fois, il y ait une prise en charge le plus rapide possible pour la victime. Voilà, maintenant je suis prêt pour les questions. Merci. Merci Samuel. Alors moi j'ai une question qui est liée en fait aux questions que j'ai lues des gens qui sont avec nous. Est-ce qu'on a des chiffres justement à présenter aux jeunes sur l'évolution de la situation quand ils ont agi, quand ils ont appelé, quand ils ont signalé, d'une part, pour leur montrer qu'en fait en termes de représailles, etc., finalement il se passe pas peut-être ce qu'ils fantasment. Et l'autre question c'est est-ce que toutes ces infos sur les remontées de signalement et le circuit en fait du signalement, elles sont dans l'application? Oui, alors bonne question. Donc pour la première question, les chiffres qu'on peut rapporter. Alors déjà, par expérience, je n'ai jamais sur le 30-18 des gens qui nous rappellent en disant voilà, je suis très embêté, je suis un papa, une maman, un enseignant, je vous ai signalé une situation, vous l'avez fait évoluer et maintenant bah, on recommence. Mon enfant est victime de représailles. Je dirais que les représailles, je dis pas que ça n'existe pas, mais elles sont souvent dans une forme d'imaginaire de la part des enfants, même si ça peut arriver encore une fois, mais souvent ils anticipent beaucoup ces représailles, mais à partir du moment où on a signalé la situation, qu'il y a eu des retraits de contenu sur les réseaux sociaux ou que si c'est du harcèlement dans le cadre scolaire, la situation s'est améliorée et quand on voit que une équipe une équipe d'adultes se constitue auprès des mineurs, eh bien, les représailles, elles sont, à mon sens, assez rares. En tout cas, j'en entends plus parler par anticipation que véritablement, concrètement. Et donc, on peut le rassurer. Donc, ça, c'est la première réponse que je voudrais vous faire. Et le deuxième, c'était sur les... En fait, l'idée, c'est qu'on a pas mal de questions autour de comment on rassure les jeunes. Par exemple, là, on a une question qui est comment lui prouver que les harceleurs ne seront pas mis au courant. En fait, la question, c'est est-ce que les jeunes ont des infos sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont signalé au sein de l'application pour être rassurés, justement. Ouais. Alors, quand on fait un signalement et quand on a un retrait du contenu, le harceleur, il n'est pas au courant que le contenu est supprimé, sauf si la situation peut être suffisamment grave et que, mais ça, c'est pas de ma décision, c'est le réseau social qui va le décider. Il peut y avoir des avertissements qui sont envoyés au harceleur pour lui dire que voilà, le harceleur, il a pas respecté ce qu'on appelle les standards de la communauté, donc le règlement intérieur du réseau social. Il ne va pas y avoir un lien entre la situation rapportée et l'avertissement. Le réseau social, il va dire en gros, nous savons que vous avez eu un mauvais comportement, nous vous demandons de vous reprendre à l'ordre, parce que si il y a éventuellement à nouveau un signalement fait sur vous, et bien dans ce cas-là, on pourra fermer définitivement votre compte, on pourra vous bannir. Mais voilà, il n'y a pas de lien fait entre telle victime et telle situation rapportée auprès du harceleur pour justement bah, voilà, éviter que le harceleur puisse identifier la victime qui aurait signalé. Donc ça, c'est une chose, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Est-ce que le 30-18 est adapté au monde universitaire? Alors, si la question c'est est-ce qu'on peut appeler quand on est adulte, oui, même si je vous cache pas qu'on donne priorité quand même aux enfants et aux adolescents. On s'appelle e-enfance, donc il est normal que notre cible principale ce soit les enfants, les mineurs. Mais si vous avez 25 ans, que vous êtes victime de harcèlement, que vous nous appelez dans un moment où on peut prendre votre appel parce qu'il y a pas trop d'appels, bien évidemment, on vous aidera sans aucun problème, ouais, bien sûr. Alors, là, on va pouvoir rentrer dans des situations plus spécifiques. Il nous reste à peu près 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Dans une situation hypothétique où nous sommes en présence d'un harceleur, d'un harcelé, mais sans spectateur et sans preuve, comment réagir face à ce parole contre parole? Euh, donc, s'il n'y a pas de spectateur, s'il n'y a pas de témoin, est-ce qu'on a plus d'éléments sur la situation?
Monsieur Decamps, si vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous donner plus d'éléments. C'est vous qui avez posé la question. Euh, Attends, hop. Je demande la réactivation du son. Je ne sais pas si vous allez pouvoir. Sinon, je répondrai de manière, mais peut-être un peu générale, du coup. C'est pour ça que je voulais avoir plus d'éléments, parce que si on rentre dans le cœur d'une situation. Euh, Bah écoute, là, il n'y a pas. Non, il n'ouvre Bon, pas c'est son pas micro. Si grave. jamais vous l'ouvrez, on complétera. Alors, la situation est jamais simple, évidemment, parce que vous vous retrouvez non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que juge d'un tribunal, hein. Il va falloir faire la part des choses entre qui dit vrai et voilà. Euh, moi, je pense que ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est peut-être entendre évidemment les deux parties, pas forcément en face à face, parce que c'est jamais évident pour une victime, si les faits sont avérés, évidemment, on va le supposer, de se retrouver face à son harceleur. Donc, le face-à-face harceleur est pas une bonne idée. Donc, de peut-être échanger les regards dans des moments différents, ça me semble plutôt adapté. De peut-être euh, enfin, entendre évidemment la parole, mais aussi euh, peut-être marquer le cadre une fois que vous avez entendu la parole, de ne pas rentrer forcément dans trop de détails parce que ça va être infini, et surtout de rappeler que la structure dans laquelle vous travaillez interdit complètement les situations de harcèlement, que le harcèlement est à bannir de la part de tous, et que harceler, c'est quoi? De rappeler peut-être tout simplement alors pas en prévention parce que la situation aura eu lieu, mais en tout cas pour éviter la récidive, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, de peut-être apporter des éléments de repérage pour le harceleur, parce que peut-être que, encore une fois, il a pu agir sans se rendre compte des conséquences, parce que si c'est sur Internet, il n'a pas imaginé les émotions qui pouvaient être vécues par la victime. Et tout ça peut parfois contribuer à une situation qui lui échappe. Donc de rappeler le cadre, de lui dire que si ça recommence, il peut y avoir des sanctions, par exemple, de rappeler que le harcèlement, c'est un délit, qu'il y a de l'autre côté de l'écran, ou même si c'est physiquement, voilà, un être humain qui n'a pas le droit de subir ces comportements, et que voilà, si ça se reproduit, voilà, il y aura des sanctions. Et une dernière chose, j'insiste là-dessus, mais de considérer que quand on est harceleur, on est dans une situation de mal-être. Ça peut être aussi une façon de prendre en charge, de dire, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien pour toi dans ta vie, il y a peut-être des choses que tu aurais envie de me dire, et dans ce cas-là, voilà, c'est l'occasion aussi d'en parler, parce que plutôt que de parler de la situation, je pense que le principe, c'est surtout de parler de ce qui a engendré cette situation de harcèlement, et ce mal-être qui envahit le harceleur. Et peut-être que voilà, ça permet aussi de donner une autre dimension à l'échange. Merci, Samuel. On nous demande également, une de mes élèves est venue me dire que dans sa nouvelle classe, elle est totalement ignorée par les autres qui font tout simplement comme si elle n'existait pas. Comment l'aider? Ouais. Alors, l'ostracisme, la mise à l'écart, c'est une façon de harceler. Donc, tant mieux qu'elle soit venue voir un adulte, parce que c'est pas acceptable. Euh, alors, moi, dans ces cas-là, je ne vais pas prendre ma casquette de psychologue, mais d'ancien animateur de centre de loisirs d'il y a des années. J'organisais des colonies de vacances il y a très longtemps, et il m'arrivait d'avoir des enfants qui avaient du mal à s'intégrer au groupe. Et il y a des jeux de société qui marchent très bien. Alors, je ne sais pas quel est le niveau d'âge, si c'est possible de le faire dans la structure de la personne qui nous pose la question, mais faites des jeux coopératifs, ça fonctionne extrêmement bien. Alors, en troisième, merci beaucoup. Si c'est possible de faire un jeu coopératif dans le cadre d'un cours. Alors, c'est quoi le principe d'un jeu coopératif? C'est qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il faut tous participer à réussir quelque chose. Un jeu classique, par exemple, c'est on met les enfants dans un certain imaginaire. Il y a le feu dans un immeuble. On a tous des petits bouts d'une échelle, l'échelle de pompier. Alors évidemment, si on garde notre petit bout d'échelle, il se passera rien, parce que on va pas aller jusqu'en haut du toit. Si par contre
on se fédère et qu'on arrive à mettre tous nos petits bouts d'échelle les uns à la suite des autres, bah, dans ce cas-là, ça fait une belle échelle et dans ce cas-là, on contribue tous. Et le principe du jeu, c'est de réussir à éteindre l'incendie plutôt que de savoir qui a gagné le plus de bouts d'échelle parce que c'est pas ça le plus important. Et de coopérer de cette manière-là, bah souvent ça permet de valoriser aussi voilà les élèves qui sont parfois mis un petit peu sur le bord du chemin, qui sont pas forcément valorisés. C'est aussi l'occasion de montrer leur capacité, leur performance, leur qualité. Et souvent, ça débloque pas mal de situations intéressantes. Et puis, bah, au-delà de cet aspect un petit peu ludique pour répondre, bah, de rappeler que dans un groupe classe, il y a pas de raison qu'on soit mis à l'écart, mais bon, j'imagine que ça a dû être déjà fait, et de permettre aux différentes personnes de la classe de réfléchir, d'être un peu critique vis-à-vis de ce qu'ils font pour pouvoir faire en sorte que ça puisse s'améliorer. Aujourd'hui, en troisième, donc il doit y avoir des élèves ambassadeurs. Peut-être aussi, voilà, les élèves ambassadeurs peuvent aussi servir d'ambassadeurs entre les élèves et cette jeune fille mise à l'écart. Ça peut-être aussi être une mission qu'on peut leur confier sans que ce soit trop compliqué, parce que faut pas non plus confier aux enfants des missions qui sont du ressort des adultes. Mais voilà, si on pense que ça peut convenir, pourquoi pas. Quand Euh, tu dis ambassadeur, c'est un rôle spécifique au collège ou tu parles des ouais, délégués? D'accord. non, je parle vraiment des élèves ambassadeurs qui ont été nommés, puisqu'on parlait du programme phare. Les élèves ambassadeurs, donc c'est des élèves volontaires qui se proposent d'être comment je dirais, des sentinelles d'une certaine manière, des enfants repérés, enfin des adolescents pour le coup en collège, qui ont été formés, qui sont accompagnés par un adulte pour pouvoir être des interlocuteurs privilégiés des collégiens. Parce que on l'a vu tout à l'heure dans les questions, quand on est un collégien, on peut avoir du mal à se tourner vers un adulte parce que l'adulte nous fait peur, parce qu'on n'a pas confiance. On peut peut-être beaucoup plus facilement se tourner vers un autre élève du même âge et cet élève, il aura une écoute attentive parce qu'il aura été formé, parce qu'il saura vers qui se tourner, parce qu'il aura des premiers conseils à donner percutants. Et voilà, et peut-être que cette jeune fille, cette adolescente mise à l'écart peut-être aussi s'appuyer sur les élèves ambassadeurs si certains se sentent capables. Et c'est vrai, et merci Déborah de le rappeler, les délégués aussi peuvent avoir pour mission de peut-être favoriser une collaboration avec cet élève qui soit peut-être plus agréable. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Samuel. Alors, on nous pose une dernière question qui va nous permettre de reconfirmer une chose. Oui, il existe des acteurs susceptibles de proposer des actions de sensibilisation en établissement, en l'occurrence e-enfance, mais pas que, mais notamment e-enfance avec toutes les équipes dont vous a parlé Samuel. Pour partager avec vos élèves sur ces sujets, les sensibiliser, libérer la parole, sachez que nous organisons un mois sur deux, à partir de janvier 2024, des conférences, alors cette fois-ci à destination des adolescents, justement avec e-enfance, et aussi à destination des enfants, avec l'association Yalla pour les droits de l'enfant, qui va être plutôt sur les moins de 12 ans, donc les petits. L'inscription se fera sur le site d'Edifice. Vous aurez toutes les informations dans les semaines qui viennent. Elles sont toujours gratuites, ouvertes à tous. Il suffit de se connecter sur Zoom. Merci à Edifice de nous avoir réunis. Merci à toi, Samuel, pour toutes ces informations. Merci à vous. C'était Merci, dense. merci Déborah. Écoute, c'était dense, mais vous aurez le replay à dispo. Edifice vous mettra le replay à dispo. Appelez le 3018, évidemment, pour tout complément d'information. Pensez à le télécharger, pensez à le faire télécharger par les jeunes qui vous entourent. Merci à vous toutes et à vous tous, et on vous dit à bientôt.